Ce qui a fait du catch professionnel un phénomène culturel à l'époque, c'est en partie son passage constant à la télévision et dans la culture populaire. Bien avant de devenir des noms hollywoodiens, les catcheurs de la WWE apparaissaient déjà dans des sitcoms, des Simpsons à Parks and Recreation. John Cena in the house! John Cena, you're my hero! Qu'il s'agisse de personnages scandaleux, d'apparitions inattendues ou de véritables faiseurs de chaos, jetons un coup d'œil à ces apparitions classiques dans des sitcoms dont les fans se souviennent encore. Lorsque les fans se remémorent la fin des années 1990, il devient évident que très peu de catcheurs ont eu le même élan que The Rock. Même pendant l'ère chaotique de l'attitude, le charisme et l'esprit vif du Brahma Bull lui ont toujours permis d'avoir une longueur d'avance sur les autres. En 1999, Hollywood en a eu un premier aperçu lorsqu'il est entré sur le plateau de That 70s Show. Dans cet épisode, The Rock jouait le rôle de Rocky Johnson, son père, dans un flashback se déroulant dans les années 1970. Les personnages principaux assistaient à un événement de catch et sa présence a instantanément rehaussé la scène. Les fans ont également pu apercevoir d'autres talents du catch de l'époque, notamment Ken Shamrock, et même les jeunes Matt et Jeff Hardy sur le ring. Pour la génération actuelle, il peut être difficile de comprendre à quel point ce moment a semblé surréaliste à l'époque. Les croisements n'étaient pas courants à l'époque, du moins pas autant qu'aujourd'hui, où la WWE et Hollywood se mélangent constamment. Suivant la tendance des stars de la WWE à passer dans les médias grand public, Chyna a fait une apparition mémorable dans l'émission Third Rock from the Sun. En 2000, la 9e merveille du monde était l'une des stars les plus connues de la WWE, et la placer dans une sitcom de la chaîne était une décision importante de la WWE. Dans cet épisode, Chyna joue le rôle d'un officier de police nommé Janice, qui se retrouve inopinément dans un face-à-face tendu et comique avec Sally Solomon. La scène se déroule dans un gymnase et la série utilise Chyna d'une manière qui s'aligne naturellement sur le personnage qu'elle avait construit à la WWE, autoritaire, posé et physiquement dominant. Sa brève apparition reflète également quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Une catcheuse est présentée dans une grande sitcom sans être réduite à un stéréotype. Elle est apparue puissante, confiante et étrangement charmante. Exactement la version d'elle-même qu'elle portait à son apogée. Après s'être éloignée de la WWE pendant sa catch contre la leucémie en octobre 2018, Roman Reigns a lentement commencé à tester les eaux en dehors du catch. Alors que la plupart des fans se souviennent de son saut à Hollywood, en particulier en jouant aux côtés de son cousin The Rock dans Fast and Furious, beaucoup moins se souviennent que, à peu près au même moment, il a également fait un croisement plus petit, une apparition en tant qu'invité dans l'émission Cousins for Life de Nickelodeon. Jouant une version amicale et exagérée de lui-même, Reigns a fait preuve d'un charisme calme qui s'est étonnamment bien intégré dans une sitcom pour enfants. Son personnage, Rodney, est un voisin bien intentionné et un fier propriétaire de Poméranien qui se retrouve hilar et frustré lorsque le cochon de la famille, Arthur, détruit son jardin de tomates. Dans les coulisses de la WWE, Reigns a expliqué l'intérêt de ce caméo. Mon personnage, Rodney, n'est pas seulement un gentil père, c'est aussi un dresseur et un propriétaire de chiens de concours. Je devais venir et essayer de faire la loi, mais ça ne se présente pas bien pour moi. Je suis en infériorité numérique et j'affronte un cochon. Il a également révélé que l'apparition était motivée par sa fille. Je regarde Nickelodeon la moitié de la journée de toute façon. J'étais à fond. Et quand j'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit « Papa, tu ferais mieux de faire ça ». Les Simpsons a accueilli d'innombrables célébrités tout au long de son histoire. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'un catcheur professionnel n'apparaisse à Springfield. Ce moment est arrivé dans l'épisode de la saison 8 intitulé « The Old Man and Liza », lorsque Bret Hart a fait ses débuts dans le dessin animé, au moment même où il devenait l'une des plus grandes stars de la WWE en 1997. Dans cet épisode, Hart apparaît comme l'acheteur du manoir de Monsieur Burns, et il est présenté simplement sous le nom de Hitman. Il est intéressant de noter que ce n'était pas prévu à l'origine. Les producteurs avaient d'abord choisi Bret pour interpréter le rôle d'un catcheur russe fou plutôt que de l'interpréter lui-même. Parce qu'il croyait jouer un personnage fictif, Hart a prononcé ses répliques sur un ton
ton complètement différent, ce qui a conduit les fans à affirmer pendant des années qu'ils n'avaient pas du tout interprété le personnage. Mais le Hitman a dissipé la confusion dans une interview accordée en 2009 au AV Club. J'ai répété mon texte une centaine de fois en 2 minutes. Je pensais que je jouais un Russe fou. Il poursuit en expliquant que les producteurs ont changé de cap après avoir réalisé à quel point il était populaire auprès des fans qui attendaient à l'extérieur du studio. Le responsable est venu me voir et m'a dit « Je n'avais aucune idée que tu étais une si grande star. Si nous n'avons pas commencé l'illustration, nous allons vous dessiner en tant que vous-même. C'est pourquoi la voix ne me ressemble pas. Je ne savais pas que je jouais mon propre rôle. » Le caméo s'est avéré si emblématique que la WWE l'a immédiatement exploité. Le numéro de mai 1997 du WWF Magazine montrait même Bret posant aux côtés de Bart Simpson, un moment de rencontre qui revient encore aujourd'hui dans les anecdotes sur le catch. Au milieu des années 90, Vader était l'un des catcheurs les plus imposants de toute l'industrie, ce qui explique pourquoi son apparition dans Boy Meets World était étonnamment naturelle. Et au lieu de le traiter comme un caméo unique, comme le faisaient la plupart des séries à l'époque, la série l'a fait revenir pour plusieurs épisodes, faisant de Vader l'un des premiers catcheurs à avoir une intrigue semi-régulière dans une sitcom. Il jouait le rôle de Frankie Stechino Sr., le père intimidant mais étrangement attachant de Frankie Jr. L'intelligence de la série résidait dans la façon dont les scénaristes utilisaient son personnage de catcheur sans l'édulcorer. Ils ont gardé la même intensité que celle de la WCW, WWF et l'ont introduite directement dans les moments quotidiens de la banlieue. Le contraste à lui seul le rendait drôle et mémorable. Dans l'un de ses meilleurs épisodes, 16 Candles and 400 Pound Men, Corey et Shawn sont mêlés au grand match de Vader. La série traite le catch avec plus de respect qu'on ne pourrait s'y attendre, le présentant à la fois comme un monstre inarrêtable sur le ring et comme un père qui veut juste impressionner son fils. Même si son rôle était parfois exagéré pour des raisons comiques, Vader est apparu comme un personnage charismatique, étrangement attachant et bien plus complexe que ce que l'on pouvait attendre d'un caméo de catcheur à l'époque. L'autre grand caméo de catcheur dans Boy Meets World est celui de Mankind, le personnage WWF très populaire de Mick Foley à l'époque, qui est apparu au cours de la dernière saison de la série. Dans l'épisode For Love and Apartments, Mankind ouvre littéralement la porte tout en portant les bandes d'arbitre de WrestleMania 15. C'est un détail astucieux, d'autant plus que la série se déroule à Philadelphie, la même ville qui a accueilli WrestleMania en 1999. Mankind se présente pour arbitrer un match de catch d'appartement entre les gars, Jack et Eric, et les filles, Topanga, Angela et Rachel, le vainqueur remportant l'appartement. Comme le veut la coutume chez Foley, le chaos éclate instantanément lorsqu'il s'implique lui-même dans l'action, aidant finalement les filles à remporter la victoire. C'est peut-être bref, mais c'est facilement l'une des apparitions les plus mémorables de l'émission. À la fin des années 2000, Disney Channel était à son apogée, et même certaines des plus grandes stars de la WWE n'ont pas pu résister à l'envie de pénétrer dans l'univers d'Hannah Montana. John Cena est apparu dans la 4e saison, dans une intrigue secondaire avec Jackson, le frère de Miley Stewart. Dans la plus pure tradition de la WWE, Cena a dominé physiquement la scène en frappant Jackson sur le canapé et en exécutant des mouvements caractéristiques comme l'Attitude Adjustment et le Five Knuckle Shuffle. The Rock a fait son apparition dans le 17e épisode de la 2e saison de l'émission en 2007. Après que Miley et son amie Lily ont accidentellement vendu une photo de paparazzi révélant l'identité secrète d'Hannah Montana, elles élaborent un plan pour se venger de The Rock en le relookant de façon exagérée. Se faisant passer pour ces spécialistes de la manucure, de la coiffure et du soin du visage, les filles transforment The Brahma Bull avec du rouge à lèvres, des bigoudis, du fard à paupières, des boucles d'oreilles à clip et des manucures, créant ainsi un crossover court mais inoubliable qui met en lumière la volonté de The Rock de se moquer de sa propre image. Roddy Piper avait réussi sa transition vers une carrière à Hollywood pendant et après son passage sur le ring. En dehors du cinéma, il s'est construit un solide CV à la télévision, mais son meilleur rôle à la télévision est sans doute celui qu'il a tenu dans It's Always Sunny in Philadelphia. Piper est apparu dans l'épisode The Gang Wrestles for the Troops, dans lequel les personnages principaux tentent de tirer profit d'un événement de catch caritatif. Jouant le rôle de Da Maniac, il interagit avec le gang dans son style caractéristique, rapide, espiègle et imprévisible, tout en faisant des remarques subtiles sur son passé de catcheur et sur l'absurdité des pitreries du gang. Dans un entretien avec TV Screener, Piper
Piper a révélé qu'il s'était inspiré du personnage de Mickey Rourke, Randy the Ram Robinson, dans le film The Wrestler, sorti peu de temps avant la diffusion de l'épisode. Il s'agit d'une adaptation du personnage joué par Mickey Rourke dans The Wrestler et de le placer dans une situation de sitcom, a expliqué Piper. Vous savez, les acteurs de Sony sont des gens très gentils. Je suis une grande fan d'eux. Quand ils étaient jeunes, ils regardèrent le catch. Ils ont été très gentils avec moi. Et quand ce projet a vu le jour, j'ai entendu dire qu'ils voulaient entre quelqu'un pour jouer le rôle de The Wrestler, pour ainsi dire. Ça m'a semblé naturel. Le comédien Drew Carey est souvent critiqué pour avoir été intronisé au Hall of Fame de la WWE alors qu'il n'a fait qu'une seule apparition au Royal Rumble en 2001. Cependant, Carey avait déjà introduit la WWE dans sa propre sitcom, The Drew Carey Show, 2 ans avant de monter sur un ring de la WWE. Triple H a été invité dans l'épisode de janvier 1999 intitulé Rats, Kate Dating a Wrestler, ce qui a permis à The Game de montrer un côté plus comique tout en continuant à faire appel à l'arrogance et à l'intensité qui ont fait de lui une star de la WWE. Dans une saison précédente de l'émission, Carey et ses amis ont créé une nouvelle bière, la Buzz Beer, qui fusionne le goût de blé de la bière avec les effets caféinés du café. Dans Rats, Kate sort avec un catcheur, Carey et ses amis engagent The Disciplinarian, joué par Triple H, un catcheur professionnel populaire, pour les aider à promouvoir leur bière, ce qui ouvre la voie à un chassé-croisé hilarant dans le monde du catch. Après être entré à Hollywood pour des rôles comme Peacemaker, John Cena était déjà connu à l'époque où il luttait à plein temps pour faire des apparitions en tant que lui-même dans des sitcoms. L'une de ces apparitions a eu lieu dans la série Parks and Recreation de NBC, où Cena a été arrêté lors de la finale de l'émission fictive Johnny Karate Super Awesome Musical Explosion Show, une émission dans l'émission. Selon Fast Company, Cena a décroché le rôle après avoir fait la connaissance de l'actrice principale Amy Poehler sur le tournage de son film Sisters 2015, dans lequel Cena a également fait une apparition comique en tant que Pazuzu, un trafiquant de drogue. Pour Cena, il est beaucoup plus facile de jouer son propre rôle que d'accepter des rôles entièrement scénarisés. Je n'arrive pas à croire que je dise cela, mais il y a une différence entre le personnage de John Cena que vous voyez à la télévision et moi en tant qu'être humain, a-t-il déclaré à Fast Company. Un rôle comme celui que j'avais dans Parks and Rec est pour moi très facile à comprendre et quelque chose que je peux faire les yeux fermés. Mais les autres projets qui se sont présentés sont plus stimulants, et dans le bon sens du terme. Longtemps après ses années de gloire dans le catch, Stone Cold Steve Austin s'est aventuré sur le terrain des comédies de situation, et cela a marché. En 2005, il est apparu dans le Bernie Mac Show, dans l'épisode de la saison 5 intitulé Wrestling with a Sticky Situation. Dans cet épisode, Jordan, le neveu de Bernie, rejoint l'équipe de catch d'une école secondaire, mais il se retrouve complètement dépassé. Inquiet pour sa sécurité et ignorant tout de ce sport, Bernie lui demande de l'aide, et qui de mieux qu'une véritable légende du catch. C'est là qu'Austin entre en scène, donnant des conseils parentaux, des conseils de catch et une dose de son attitude caractéristique pour aider Bernie à naviguer dans le mélange de l'adolescence et du faux drame sportif. À la fin de l'épisode, Jordan a reçu sa leçon sur la façon de relever les défis, et les fans découvrent une facette plus légère et plus réaliste de Stone Cold. Tout comme The Rattlesnake, Triple H a fait une apparition dans le Bernie Mac Show dans l'épisode The Big Picture, en jouant son propre rôle. Comme dans l'épisode d'Austin, l'intrigue est centrée sur Jordan, le neveu de Bernie Mac, qui apprend que ses canulars téléphoniques peuvent avoir des conséquences qui dépassent son imagination la plus folle. En feuilletant le Rolodex de son oncle, Jordan découvre le numéro de Paul Levesque, alias Triple H, qui s'avère être un ami de Bernie Mac. Jordan passe un coup de fil relativement anodin à The Game et rappelle le lendemain pour discuter. Mais Bernie intervient et lui dit que sa tante s'est blessée à la cheville et qu'elle doit aller à l'hôpital, ce qui met fin à sa couverture. Lorsqu'il découvre que Jordan est à l'origine des appels, Triple H n'est pas ravi. Mais il se présente chez les Mac à la fin de l'épisode pour surprendre Jordan et aider son oncle à préparer le dîner. Bien qu'apparemment aléatoire, le caméo de Triple H a démontré qu'il possédait toujours le sens de la comédie qui avait contribué à faire de lui un membre éminent de D-Generation X à la fin des années 90. Lorsque Chris Jericho est apparu dans l'émission The Thundermans de Nickelodeon, il était déjà plusieurs fois champion du monde, chanteur de rock et l'un des athlètes les plus polyvalents du catch. Mais rien ne prouve mieux l'étendue des talents de Jericho que de voir l'ayatollah du rock'n'rolla entrer dans une sitcom pour enfants lumineuse et jouer un père de famille de banlieue. Jericho apparaît dans la saison 3 Beat
the Parents, dans le rôle de Gary, le père de la petite amie de Max Thunderman et le fier propriétaire d'une salle de sport MMA flambant neuve. Dans le style classique d'une sitcom, Gary invite les Thunderman à l'inauguration de la salle de sport. Mais c'est le chaos total qui s'installe grâce aux manigances des super-pouvoirs de la famille. Ce qui rend ce caméo amusant, c'est que Jericho ne le joue pas comme un catcheur ou une parodie de dur à cuire. Il se laisse complètement aller à la comédie, agissant comme un père normal, trop intense, qui veut juste que le lancement de son entreprise se déroule sans accroc. Et pourtant, même dans un cadre Nickelodeon entouré d'acteurs adolescents et d'un chaos burlesque, le charisme naturel de Jericho prend le dessus. Il est frustré, il réagit de manière excessive, il expulse la famille de la salle de sport, et il parvient tout de même à se montrer étrangement sympathique. Si vous ne connaissez Kevin Nash que comme l'homme de main de la NWO, à la tête froide et trop doux pour son propre bien, le voir apparaître dans Sabrina, la sorcière adolescente, vous donne l'impression de pénétrer dans un univers alternatif. Big Sexy a fait plus de 30 apparitions à la télévision et au cinéma en dehors du catch, la plupart d'entre elles s'appuyant sur son sens naturel de la comédie. Et son apparition dans Sabrina était sa toute première après son passage à la WCW. L'épisode se concentre sur la classe de Sabrina qui fait une excursion à Salem, dans le Massachusetts, afin de permettre aux élèves de vivre l'hystérie des sorcières dans les années 1600. C'est déjà assez gênant pour Sabrina, qui est en fait une sorcière, mais les choses prennent une tournure ridicule lorsque l'un de ses pires cauchemars sort littéralement de son placard. Crédité simplement comme le géant, Nash s'écrase dans le placard de Sabrina avec la ferme intention de la tuer avant de s'arrêter en plein milieu de sa course et d'admettre maladroitement qu'il a fait une erreur. Au lieu de faire des ravages, il s'excuse et s'en va. C'est un moment rapide et aléatoire qui n'a guère d'incidence sur l'intrigue, mais le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Nash est alors au sommet de sa gloire à la WCW. Kevin Nash et Goldberg apparaissent ensemble dans Love Boat. The Next Wave est peut-être l'un des moments les plus étranges, mais indéniablement divertissants, de la fin des années 90. À l'époque, la WCW était en pleine effervescence. Les deux hommes étaient des stars majeures et les chaînes de télévision s'efforçaient de tirer profit du boom du catch. C'est donc tout naturellement que la Love Boat a décidé que les invités parfaits pour une sitcom légère sur un bateau de croisière étaient deux des plus grands démolisseurs de catch. Mieux encore, l'épisode a été diffusé le 23 octobre 1998, 2 mois seulement avant leur infâme affrontement à Starrcade 1998. Dans cet épisode, Nash et Goldberg jouent dans des versions exagérées d'eux-mêmes, imposants, intimidants et hilarants. Ils ne sont pas à leur place au milieu d'une croisière de comédie romantique. Leur simple présence fait partie de la chute, l'émission jouant sur le contraste entre les hommes les plus durs de la WCW et l'atmosphère charmante et ringarde de la croisière. Étant donné que le rôle d'acteur fait depuis longtemps partie de la carrière de The Miz, son apparition dans Psych a été moins une surprise qu'un prolongement naturel de ce qu'il fait déjà si bien. Il a participé à l'épisode Nip and Suck It de la saison 7, jouant le rôle d'un catcheur professionnel nommé Mario, qui se retrouve mêlé à l'une des enquêtes de Shawn et Gus. Fidèle à son habitude, le Miz a ajouté sa propre touche au rôle. Lors d'une séquence tournée dans les coulisses de WWE.com, il a révélé que l'un des moments les plus marquants de l'épisode, un vase écrasé sur sa propre tête, ne figurait pas dans le scénario. Le vase qui s'écrase sur ma tête est une idée personnelle, a déclaré The Miz. Je pense toujours qu'au lieu de jeter un vase par terre ou contre un mur, l'écraser sur sa tête est bien plus difficile. N'importe qui peut le lancer sur quelqu'un, mais quelqu'un qui se le donne à lui-même, le mec est dominant, le mec est génial. Nikki a été l'une des rares sitcoms à intégrer le catch professionnel dans son intrigue principale. Diffusée sur le réseau WB de 2000 à 2002, la série suivait Nikki White, une showgirl de Las Vegas, et son mari Dwight, un aspirant catcheur professionnel qui tentait de gravir les échelons. Comme tout l'arc de Dwight tournait autour du catch, la série est naturellement devenue un aimant pour les catcheurs de la vie réelle qui s'y sont glissés en tant qu'eux-mêmes ou en tant que personnages exagérés au sein de la promotion locale de Las Vegas. Au cours des 2 saisons de la série, Nikki a présenté un nombre inhabituellement élevé de caméos de catcheurs pour une sitcom. Randy Savage a fait une apparition mémorable, apportant l'intensité qui le caractérise à l'intrigue. Kevin Nash est apparu pendant l'un des principaux matchs de catch de Dwight. Des pionniers comme The Fabulous Moolah et The Blue Meanie ont également fait des apparitions, chacun jouant dans le chaos comique de la carrière
carrière de Dwight. Lisa Marie Varon est même apparue dans l'émission avant ses débuts, à la WWE, dans le rôle de Victoria, faisant de Nikki une note de bas de page dans son travail d'actrice, avant la WWE. Lorsque Married with Children a fait appel à King Kong Bundy, il ne s'agissait pas seulement d'une guest star, mais d'une véritable présence. Le fait que Bundy partage le même nom de famille que le personnage principal de la série, Al Bundy, est peut-être une heureuse coïncidence, mais cette coïncidence a donné lieu à 2 apparitions inoubliables de la star de WrestleMania 2 en 1988 et 1995. Contrairement à de nombreuses vedettes invitées de sitcoms, Bundy a joué des personnages différents dans chaque épisode. Sa première apparition a eu lieu en 1988 en tant qu'Oncle Irwin, l'oncle de taille imposante de Peggy Bundy. L'épisode tourne autour d'Irwin et d'une foule de membres de la famille de Peggy qui visitent la maison des Bundy. Et Bundy fait un effet immédiat en défonçant la porte d'entrée et en déclarant « Nous sommes là ». Sa deuxième apparition a eu lieu en 1995 sous les traits de King Kong Bundy, lui-même dans l'épisode Flight of the Bumblebee, confirmant son statut d'acteur de catch le plus mémorable de l'histoire des sitcoms. Rey Mysterio a apporté la même énergie et les mêmes mouvements rapides du ring de la WWE directement dans l'émission Zeke and Luther de Disney XD. Lors de son apparition, il a joué une version de lui-même, guidant le duo de skateurs dans un défi inspiré du catch. Ce n'est pas seulement l'athlétisme ou les mouvements qui ont permis à cette apparition de se démarquer, mais aussi la personnalité de Mysterio. Même dans une sitcom pour enfants, il a conservé le charme, l'humour et la présence qui ont fait de lui le favori des fans de la WWE, ce qui a donné à l'épisode l'impression d'être un véritable crossover plutôt qu'un gimmick. Il n'y avait peut-être pas de guest star plus parfaite pour The Goldbergs que Bill Goldberg. Dans l'épisode de 2017, Goldberg on the Goldbergs, il est apparu dans le rôle de Nick Mellor, un entraîneur de football à la William Penn Academy. L'épisode tourne autour de Beverly Goldberg, qui aide Nick à réparer sa relation avec son frère Rick, et Goldberg apporte la même intensité et la même présence qui ont fait de lui une star du catch directement dans le chaos suburbain de la série. Dans chaque segment, vous pouvez trouver une relation avec votre éducation, a déclaré Goldberg dans une interview avec TV Insider. Qu'il s'agisse d'un frère, d'une sœur ou de tout autre membre de la famille, il y a une partie de moi à laquelle je peux m'identifier, comme beaucoup d'autres téléspectateurs. J'ai beaucoup apprécié l'opportunité qui m'a été donnée de participer à l'émission. De The Rock et Stone Cold à Rey Mysterio et Chyna, les stars de la WWE ont prouvé à maintes reprises que leur charisme ne se limite pas au cercle carré. Le catch et la télévision peuvent sembler être des mondes différents, mais lorsqu'ils se rencontrent, les résultats sont inoubliables. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.